Bonjour à tous. Bienvenue pour ce Parlons savoir-faire numéro 14 sur l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie. Je vous propose peut-être qu'on attende une petite moins d'une minute parce qu'on a encore des gens qui qu'on voit qui s'inscrivent, qui arrivent, et puis on démarre dans moins d'une minute, si ça vous convient. Bon, je pense qu'on peut démarrer donc ce 14e Parlons savoir-faire. Donc sur le thème aujourd'hui de l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie, enjeux et conséquences. On va dresser un premier bilan. Pour rappel, je vous invite à les personnes qui nous rejoignent pour écouter et suivre ce webinaire à poser toutes vos questions dans l'onglet questions, et on se fera un plaisir de répondre à toutes celles-ci à la fin des interventions de nos trois invités. Donc aujourd'hui, dans un contexte où le pouvoir d'achat des consommateurs est un vrai sujet, où le Made in France doit toujours expliquer ses prix, même si les consommateurs sont de plus en plus au courant, l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie est une vraie préoccupation pour nos entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Donc on va voir aujourd'hui on peut considérer que c'est une nouvelle crise ou une opportunité de revoir ses pratiques et son modèle économique. Mais de toute façon, les enjeux sont très importants. Donc aujourd'hui, grâce au témoignage de nos trois invités, on va pouvoir dresser un premier retour d'expérience et de nouvelles pratiques, puisque nous avons la chance de recevoir trois dirigeants qui œuvrent dans des secteurs d'activité différents et qui subissent ces impacts de manière différente. Donc, je suis ravie de vous accueillir. Je vais vous présenter un peu dans l'ordre avec lequel on avait commencé à prendre contact. Monsieur Dominique Malfait, dirigeant de l'entreprise Labonal. Bonjour et bienvenue. Donc, Labonal est une entreprise qui fabrique des chaussettes à Dambach-la-Ville, en Alsace. Et vous avez, entre autres, deux marques propres, donc la marque Labonal et la Frenchy. Nous recevons également Aurore Lebon, dirigeante de l'entreprise Gauthier Compagnie, qui fabrique des tringles, stores et mécanismes de haute qualité également sous votre marque propre. Et enfin, Yves Dubief, dirigeant de l'entreprise Tintoré et ancien président de l'UIT, qui donc dirige l'entreprise Tintoré, entreprise de tissage dans les Vosges depuis 1906. Voilà. Donc merci beaucoup. Je vous propose que peut-être, première question, tour à tour, vous nous expliquez un peu l'activité de votre entreprise et très rapidement, on rentrera plus en détail ensuite, mais quels sont les impacts que vous avez dernièrement, justement, suite au coût de l'énergie et des matières premières. Je vous adresse, Dominique, la parole peut-être en premier. Bonjour. Oui, alors l'entreprise Labonal fabrique des chaussettes depuis 1924. Nous sommes bientôt centenaires. Nous travaillons avec deux marques, comme le disait Karine, la marque Labonal qui est notre marque phare, et puis la marque la Frenchy. Nous sommes une petite entreprise qui représente aujourd'hui 80 salariés et environ 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. On travaille sur plusieurs secteurs d'activité, à la fois le détail pour la collection Labonal, les grands magasins, les magasins populaires comme Monoprix. On travaille des secteurs comme la jardinerie, on travaille aussi la grande distribution avec la marque La Frenchy, on travaille la vente par correspondance, on en parlera après. Et on travaille aussi la vente directe, soit via nos magasins en propre, soit des partenaires, soit le site internet. Aujourd'hui, sur l'impact des augmentations, principalement énergétiques, l'impact des augmentations matières, on l'a depuis un certain temps, mais c'est assez progressif.
Mais le coût de gras, c'est un peu le coût de l'énergie, parce que nous sommes peu consommateurs d'énergie. Hein. On utilise de l'électricité et du gaz, à la fois le gaz pour le chauffage et le process, l'électricité principalement pour le process. Et nous avons mis en place une politique depuis plusieurs années de réduction de coûts. Donc, on a changé dernièrement notre centrale d'air comprimé, qui a quand même un très gros budget, mais qui est notre premier élément de consommation d'énergie. Et donc, on est sur des réductions, par exemple en électricité, entre 8 et 12% par an, avec toutes les actions. Là, on a regroupé des turbines d'aspiration justement pour réduire encore l'énergie. Mais malgré cela, notre coût d'énergie explose et qui correspond à des niveaux qui n'ont jamais atteint et qui mettent en péril notre exploitation, puisque aujourd'hui, rien que le coût d'énergie représente environ, l'augmentation du coût d'énergie représente environ 5% de notre chiffre d'affaires, qui peut correspondre quasiment à notre résultat d'exploitation. Oui, effectivement, c'est ce qui fait le côté exceptionnel de la chose, c'est que là, pour avoir discuté avec chacun de vous, c'est que ça atteint des niveaux qui sont très importants. Donc, on rentrera plus dans le détail avec vous sur le sujet justement de la consommation d'électricité et de gaz, si ça vous embête pas, Dominique. Je m'adresse maintenant à Aurore. Est-ce que vous pouvez justement nous dresser rapidement un peu une vue sur l'activité de votre entreprise et en quoi vous êtes concerné par ces augmentations de coûts? Aurore, je crois que vous avez votre micro de fermé. On vous entend. Bonjour Karine. Bonjour à chacun et merci de m'avoir invitée. Donc Gauthier et compagnie est elle aussi une vieille dame puisque nous avons un peu plus de 130 ans. Et donc nous fabriquons des tringles et des stores. Et pour ce faire, on va nous avoir un gros impact, pas tant du point de vue de l'électricité par rapport à notre production. Alors certes, il y a une augmentation, mais on n'est pas des gros consommateurs. En revanche, nous sommes directement impactés du point de vue des matières premières. Et les matières premières, ça fait plus de 18 mois. Et je vais vous donner quelques exemples. Donc, on va travailler le matériau brut, y appliquer nos savoir-faire pour lesquels on est labellisé EPV, et les transformer. Et nous, le laiton, il a pris entre 30 à 50%, les accessoires en laiton 25 à 100%, l'inox 80%. L'acier a été multiplié par 2,5 et l'alu, on est aux alentours des 150%. Donc évidemment, comme on a cet avantage entre guillemets d'avoir de l'artisanat, du savoir-faire, on peut tenir, mais aujourd'hui la situation est tout de même extrêmement délicate. Et je vous expliquerai plus avant en quoi et comment on essaye de faire face. Merci beaucoup, Aurore. Yves, est-ce que du coup, vous pouvez justement prendre le relais et nous présenter votre entreprise et en quoi vous êtes impacté justement? Bien sûr, bonjour à tous. Donc, Yves Dubier, je suis le patron de Tantoret. Tantoret est aussi une vieille dame, puisque là, pas loin de 120 ans maintenant. Nous sommes un des leaders européens du tissage de fibres naturelles, donc du coton biologique, du lin, du chanvre. Et parfois, nous avons quelques exceptions avec des fibres artificielles. Nous faisons un peu 12 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une cinquantaine de personnes. Nous sommes localisés dans les Vosges, donc sur une zone industrielle digne de ce nom et bien avec des transports qui sont tout à fait corrects. Nous sommes impactés bien évidemment par les prix des matières premières depuis le milieu de l'année dernière, principalement le lin, mais le lin était déjà très cher, est encore plus cher, mais la hausse continue depuis très longtemps. Le coton
est passé d'un prix international en dollars la livre de 50 à aujourd'hui 150, donc 3 fois, et le coton biologique a à peu près suivi la même pente. Nous avons l'impact prix, mais nous avons aussi l'impact de devoir stocker plus de matière, d'avoir plus de matière dans l'usine, parce qu'il y a des incertitudes quant aux livraisons de ces matières. Alors, sous forme, nous, on les achète sous forme de fil, hein, puisqu'on est des tisseurs, mais on n'achète malheureusement pas qu'en Europe, et donc il y a une incertitude sur les transports, sur les délais de transport et même sur les délais de fabrication. Donc, tout ça joue sur une augmentation du besoin en fonds de roulement qui doit nous amener à revoir nos lignes de court terme avec nos banquiers, parce que hausse des matières premières, surstockage, hausse de l'énergie, hausse des salaires et hausse de tous les consommables que l'on manipule lors du process font que notre BFR a quasiment doublé. Oui, effectivement, je vous remercie parce que c'est vrai que là, on va aborder, on se rend compte, il y a évidemment le coût des matières premières et de l'énergie qui impacte. Donc, on va voir ce que les uns les autres, vous avez pu mettre en place comme pratique ou en amont, en aval, mais on voit bien justement dans le modèle, le process de production et la vie économique de l'entreprise que les impacts sont beaucoup plus larges. Et on reviendra à la fin. Aujourd'hui, ce que nous, on se proposait de faire, c'était un premier bilan et un témoignage, mais on refera, je pense, ce type de webinaire d'ici 6 mois pour recueillir à nouveau vos témoignages et, dans la mesure du possible, se faire le relais aussi auprès des pouvoirs publics, des problématiques que vous rencontrez, parce que elles sont multiples. Donc, vous l'avez évoqué tous plus ou moins, même si cette augmentation et ces augmentations sont très importantes depuis peu, mais elles existaient déjà avant même le conflit en Ukraine. Est-ce que les uns et les autres, peut-être ceux qui veulent témoigner, depuis combien de temps en fait vous aviez vu un peu des augmentations et sur quel type de justement énergie ou matières premières? En matière d'énergie, ça dépend des contrats parce qu'on a des couvertures soit pour le gaz, soit pour l'électricité. Nous, on est des gros consommateurs d'électricité puisqu'on est à 3,5 gigas par an et en gaz, on est un peu moins important, on est à 2 gigas. Et nos contrats d'électricité de couverture d'achat se terminaient fin de l'année dernière, donc on a renouvelé pour 1 an. Et le gaz se termine au 1er novembre prochain. Et là, on vient de renouveler à partir de novembre jusqu'à fin 2025, en estimant qu'il y avait une fenêtre de tir dans les cours qui valait le coup de cliquer sur ces tarifs. Mais ça veut dire qu'on va augmenter de 120% notre tarif unitaire de gaz. Et notre tarif d'électricité, il a déjà doublé 2022 versus 2021. Et ici, évidemment, on devra couvrir 2023 et les années suivantes. Et à mon avis, il va encore prendre au moins 50%. Donc, c'est des choses tout à fait titanesques. Heureusement, c'est que c'est valable. C'est pas quelque chose qui est propre à notre activité, qui est le textile, particulièrement le tissage. C'est valable dans l'ensemble de l'industrie et c'est même valable dans la distribution. Donc, nos amis distributeurs, ils doivent aussi chauffer leurs locaux, les conditionner. Donc, ils ont des consommations d'électricité ou de gaz qui sont dans loin pas négligeables et dans leurs entrepôts également. Alors, on a différents sujets auxquels on va revenir pour évaluer notre consommation en volume. Oui. Aurore, je crois que vous vouliez également témoigner. Je vais laisser d'abord la parole à Dominique, si vous le voulez bien, Karine. D'accord. Alors voilà, donc Dominique, effectivement, ça fait plusieurs, c'est pas récent en fait cette histoire. Alors c'est pas récent. Alors les matières premières ont démarré avant. Hein, ça fait 12-18 mois qu'on a régulièrement des augmentations de matières premières qui sont, comme le disait Yves, qui sont à accumuler avec les difficultés d'approvisionnement. Les matières premières augmentent, mais il y a aussi des difficultés d'approvisionnement. C'est-à-dire, soit on doit se stocker, soit lorsque un fil est difficile à obtenir, bien, il faut, on
on est moins ouvert à de la négociation. Le principal, c'est d'avoir notre fil, quoi. Donc, on a plus tendance à dire, bah, tant pis, il augmente, mais on le prend parce qu'on ne peut pas être sans fil, on ne peut pas arrêter les machines parce qu'on n'a plus de fil, quoi. Donc, bah, ça a l'effet un peu pervers de moins bien négocier et de devoir se stocker. Voilà, on prend un peu d'avance, donc ça consomme en effet du BFR. Donc c'est plus progressif depuis 18 mois. On voit des matières. Alors à chaque fois il y a le bon argument. Hein, c'est le cours de la laine, c'est le polyamide qui augmente, etc., etc. Et aujourd'hui, moi, j'ai jamais connu de toute ma carrière, jamais connu autant de difficultés d'approvisionnement et d'incertitudes sur la fiabilité des livraisons. On vous annonce 4 semaines de livraison, mais ça peut se traduire en 7 ou 8 semaines. J'ai des matières qui ont atteint les 3 ou 4 mois de livraison, ce qu'on n'avait jamais connu dans notre métier. Donc ça, c'est quelque chose qui remonte un peu. L'énergie, alors l'énergie, c'est différent. C'est 2022, on se prend une grosse claque parce que nous, pour le coup, on n'était pas très bien couverts. On n'était pas très bien couverts simplement parce que on a un historique assez récent de difficultés économiques. Et quand vous êtes passé par la phase procédure collective il y a quelques années, ben, vous êtes un peu blacklisté chez tous les fournisseurs et personne ne veut s'engager sur du long terme avec vous. Donc, ben, nos contrats, on les renouvelle d'année en année. Donc, forcément, s'il y a des hausses, on se les prend de plein fouet. Et Dieu sait si, comme je le disais tout à l'heure, on a fait des efforts en gain d'énergie, hein, mais aujourd'hui, j'ai sorti par exemple les chiffres de ce matin, hein, parce que les augmentations sont très fortes sur le début 22. Les chiffres à ce matin en électricité, depuis le début de l'année, je suis à moins 16% en consommation, à production à peu près égale, donc il y a quand même des efforts qui sont faits. Hein. Moins 16% en consommation et plus 79% en valeur. Et si je prends la même chose sur le gaz, je suis à moins 14 en consommation et je suis à plus 65 en valeur. Ce qui fait que, bah, voilà, c'est un coût qui aujourd'hui, on n'a pas de sécurité. Il faut qu'on trouve d'autres solutions pour absorber ce coût sans mettre en péril nos entreprises. C'est vrai que c'est quand même assez édifiant parce que vous êtes du coup très vertueux en termes de consommation d'énergie, mais en même temps, dans le temps inverse, tout augmente. D'accord. Alors c'est vrai que c'est un peu décevant parce qu'en interne, on fait de gros efforts pour économiser de l'énergie et ça ne se traduit pas en bilan. Par contre, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que si on n'avait pas fait ces efforts, ça serait d'autant plus dramatique, quoi. Oui. Surtout qu'après, on verra rapidement, mais on verra l'impact aussi sur le coût des chaussettes concernant l'entreprise d'Abonal. Aurore, du coup, si vous souhaitez effectivement… Je rejoins Yves et Dominique sur un certain nombre de points, c'est-à-dire que en fait, les difficultés se cumulent. Nous, les difficultés, c'est depuis un peu plus d'1 an et demi, et c'est pas, enfin, le prix est un des aspects des difficultés qu'on rencontre. C'est-à-dire qu'on a une pénurie mondiale sur des composants. Donc, quand on fait de la motorisation, parce qu'on allie des savoir-faire anciens à de la technologie, on se retrouve à plus avoir de moteur parce que les composants, il y a des pénuries mondiales. De ce fait-là, on essaye d'anticiper et on surstocke. Et en plus, et je rejoins tout à fait mes confrères sur ce point, on a des délais qui, en termes de livraison, se sont rallongés. Et même s'ils se sont rallongés, ils ne sont toujours pas fiables. Donc, il y a vraiment des moments où on met en risque l'entreprise. Après, la conséquence pour nous, c'est qu'on est évidemment une mobilisation de BFR qui est importante. Et même si on répercute la hausse, et jusqu'à présent, on l'a répercutée, on ne sait pas exactement combien de temps ça va encore tenir de répercuter cette hausse. C'est-à-dire jusqu'à quel point il ne va pas y avoir derrière destruction de marché du fait qu'on ne va plus avoir de clients en face.
Donc, et sans compter le fait que on a peu parlé des coûts de transport, mais les coûts de transport deviennent… C'est-à-dire qu'il y a eu deux effets à la suite. Enfin, il y a eu l'effet Covid où tout le monde s'est habitué à ne plus bouger, même les professionnels. Et derrière l'effet Ukraine. Donc, en plus, on a des coûts logistiques qui deviennent très, très importants. Et l'état d'esprit de payer son transport jusqu'à présent au niveau de nos clients professionnels était très, très éloigné. C'est-à-dire qu'ils ne souhaitaient pas payer de coûts de transport. Aujourd'hui, ils commencent à accepter de le faire, mais c'est très, très difficile à faire passer. Donc, il y a vraiment un travail psychologique par rapport à la hausse des prix qui n'est pas négligeable. Bon, merci beaucoup, Aurore, pour ces témoignages qui sont à la fois très intéressants, mais en même temps assez inquiétants, effectivement, quand même, de voir comment on va pouvoir jongler avec tout ça et comment vos entreprises vont pouvoir trouver un chemin pour continuer à fabriquer de belles matières et de beaux objets. Alors, on a différents sujets du coup. On a les coûts de l'augmentation de l'énergie et on a les matières premières. Si ça vous convient, on va peut-être démarrer d'abord avec les actions qui peuvent être mises en place pour tenter de réduire les impacts sur le coût de l'énergie. Et là, je vais davantage m'adresser à vous, effectivement, Dominique et Yves, puisque c'est davantage sur ces sujets-là que vous êtes impactés. Sur l'énergie, Dominique et Yves, qu'est-ce que vous avez pu justement mettre en place? Parce que donc là, vous nous avez donné des chiffres, la consommation a réduit, même si les coûts sont là. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer de maîtriser vos coûts d'énergie? Dominique, vous aviez commencé. Est-ce que vous voulez continuer un petit peu? Et puis après, je ferai intervenir Yves pourra nous dire également ce que vous avez mis en place pour Tintoret. Alors pour l'énergie, alors nous on y a déjà travaillé, hein, comme je disais tout à l'heure, on a déjà travaillé sur ce dossier parce que aujourd'hui il y a des technologies qui permettent de réduire un peu l'énergie. Alors on a commencé par d'une manière très très arithmétique et mécanique. Notre première consommation d'énergie était la centrale d'air comprimé, donc qui consommait à peu près 40% de notre énergie. Donc, on a commencé à travailler sur cette centrale en mettant des compresseurs à capacité variable, etc., et en récupérant l'énergie, puisqu'il y a ça reste des gros investissements, mais il y a des primes d'État, hein, les primes C2E qui permettent si vous récupérez de l'énergie pour chauffer vos ateliers, vous avez des primes d'État. Donc, il y a deux effets. Il y a le premier effet qui est de baisser la consommation d'énergie. Et le deuxième effet, c'est le fait que vous récupérez de l'énergie pour chauffer une partie de vos ateliers. C'est un gain de consommation. Par contre, en face, il y a quand même de l'investissement qu'il faut amortir. Donc ça a été le premier point. Ensuite, on a optimisé nos actions d'aspiration dans notre process. On a des gros aspirateurs centralisés de 45 kW chacun. On en avait 3, on est passé sur 2. On a optimisé, on a revu notre implantation atelier tricotage pour optimiser ces centrales d'aspiration. Donc on est passé de 3 à 2 et ce qui se traduit en consommation, on le voit, hein, dans nos stades de consommation, on a quand même sérieusement baissé nos consommations. Ce qui nous reste à faire, on a commencé à le faire, c'est passer en éclairage LED, parce que ça c'est aussi un gain. On avait commencé il y a quelques années, à l'époque où le LED était relativement cher, aujourd'hui il est quand même un peu plus abordable, mais c'est aussi un investissement parce qu'on a quand même des gros ateliers, hein, on a à peu près 15 000 m² d'atelier, donc changer, même si tous les équipements ne sont pas à changer, mais changer pour les gros ateliers l'éclairage sur des machines à tricoter, il faut un très bon éclairage parce que c'est du travail
minutieux et très fin, donc il faut des bons éclairages. Donc passer en LED, ça on est en train de faire des devis, regarder le retour sur investissement. Donc ça c'est voilà les plans d'action qui ont été faits et qui sont en cours de chantier. Le dernier point, on a un gros projet immobilier pour l'entreprise. Le point qu'on n'a pas encore abordé, qu'on va aborder dans les prochains mois, c'est d'utiliser de produire son électricité avec du panneau solaire. Là aussi, c'est lié à un investissement. Il faut analyser l'investissement, les aides, et pour être partiellement autonome en termes d'énergie. On a l'avantage d'avoir des usines à chèdes donc qui sont plutôt bien orientées pour installer des panneaux solaires. Voilà. Écoutez, Dominique, je vous remercie infiniment parce que vous m'offrez une transition toute trouvée pour Yves. Je crois, Yves, effectivement, que vous, c'est un sujet justement sur le démarrage de l'autonomie en énergie que vous aviez amorcé avant même la crise en Ukraine. Oui, Karine, mais avant peut-être de parler de l'énergie photovoltaïque, comme Dominique, nous, on a tout passé déjà, tout l'éclairage en LED. On rentre des métiers à tisser qui sont un peu moins énergivores que les précédents. Donc, ça diminue tout ce mix et on a notre compresseur fabrication d'air comprimé. On va le changer là au cours de l'été pour en mettre 3 pour pouvoir... on va marcher 2 ou 3 suivant les moments où il faut et surtout de récupérer de la chaleur pour alimenter soit en chauffage en période froide, mais également notre chaudière qui nous sert à fabriquer de la vapeur pour l'encollage, puisqu'en encollage, on mouille, on sèche, on mouille, on sèche. Donc, c'est un très gros point de consommation de gaz. Alors, sur l'énergie solaire, nous, on a un bâtiment qui est plus HL, puisqu'on a un bâtiment qui a 20 ans, donc il est à toit plat. À l'époque, on n'avait pas envisagé de mettre du photovoltaïque parce que ce n'était pas encore très, disons, dans le vent, sans faire de jeu de mots. Et notre toit ne supporterait pas un équipement photovoltaïque parce que la charpente n'a pas été conçue et on est dans les Vosges, donc pas loin de l'Alsace, donc en zone où il y a de la neige de temps en temps et donc on doit être conforme à un certain nombre de normes dans ce sens. C'est pourquoi on a décidé, dès le début de l'automne de l'année dernière, de mettre en place des ombrières mobiles ou des trackers solaires, c'est-à-dire des panneaux solaires qui sont au bout d'un mât de 7 mètres et qui s'orientent comme le tournesol à l'est le matin, au sud à midi et à l'ouest en fin de journée, qui donc sont plus performants en matière énergétique puisque ce n'est pas une courbe qui est un peu courbe de Gauss, mais qui est une courbe beaucoup plus rectangulaire. Donc de 9 h du matin à 17 h, on peut produire de l'électricité. On a déposé, on voulait en mettre 22, donc c'était un budget d'1 200 000 €, donc c'est conséquent. Pour des questions de seuil de capacité installée et de permis de construire, on a dans un premier temps réduit à 10 machines, à 10 trackers, pour être en dessous de ce fameux seuil de 250. On vient d'obtenir le permis de construire, on est dans le délai de recours des tiers. Et donc, on pense commencer les travaux en septembre-octobre pour une mise en service au début de l'année prochaine, ce qui nous permettrait pour 10 machines de produire un petit 12% de notre consommation d'électricité. Et si on passe à 22 machines, on serait à peu près au quart. Mais tout ça, et comme le disait Dominique, bon, ok, on va avoir une diminution de notre consommation électrique, donc en termes de consommable énergie, on va être en baisse, mais en termes d'amortissement, on va être en hausse, et surtout en termes de financement de ces investissements, on va être en forte hausse. Et ce que je disais en préparation de ce webinaire, c'est que on nous demande de faire des efforts en matière de souveraineté énergétique, en matière de transition environnementale ou écologique ou énergétique, ce qu'on fait en faisant du solaire, mais les délais sont affreusement longs avec l'administration. Il y a ces types de normes, je vous ai dit, on peut en faire que 10 dans un premier temps, alors qu'on était techniquement et financièrement capable d'en implanter 22, donc d'aller beaucoup plus vite. Et je crois que c'est un sujet à faire remonter au pouvoir public, c'est ce qu'on peut appeler le permitting, c'est-à-dire qu'il y a plein de dossiers qui sont dans des tiroirs. Il y a des financements qui existent, qui ne sont pas toujours faciles à trouver, mais qui existent. Il y a certaines aides de la région, particulièrement la région Grand Est, mais c'est très, très faible. C'est 30 000 €, nous, pour 1 200 000 €. Donc, ce n'est pas ça
qui a changé la vie, mais c'est de l'amélioration de ces délais. Et il doit y avoir normalement présenté au cours de l'été une loi, je ne sais plus bien comment ça s'appelle, mais d'urgence climatique, disons, qui ferait qu'on se dispenserait de ces délais et de ces procédures pour aller beaucoup plus vite, parce qu'on va manquer de gaz à l'hiver prochain, vraisemblablement, et donc on n'a pas de temps à perdre. Non, mais effectivement, merci. C'est vrai que c'est d'où l'importance de ces témoignages et nous, vraiment, l'Institut national des métiers d'art, dans la mesure de ces liens aussi avec ces ministères, fera remonter toutes ces informations et c'est aussi le but de cet exercice. Alors, dans tout ce qui était consommation d'énergie aussi, on avait pu justement en préparant le webinaire aborder un sujet dont on entend parler un peu et aussi dans d'autres pays européens. On a des entreprises qui se regroupent pour acheter de l'énergie en commun. Donc, on en a un petit peu parlé justement ensemble, Yves. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils et témoigner un peu des alertes et des bonnes pratiques, peut-être des points de vigilance si une entreprise, un dirigeant veut s'engager dans ce type d'action? Alors d'abord, ces groupements d'achat, ça existe, puisque nous, on a un confrère ennoblisseur en Champagne-Ardenne qui le fait déjà avec des collègues, mais qui ne sont pas dans son secteur, enfin des collègues, disons, locaux ou régionaux, qui achètent son gaz d'une manière collective. Alors, les conseils, je pense qu'il faut qu'il y ait un bon consensus, enfin un sentiment, un peu d'affectio societatis entre les différentes entreprises qui veulent souscrire ce contrat commun, parce qu'il faut bien s'entendre. Il faudra cliquer à un moment donné en disant 13 septembre, j'achète mon gaz, parce que je pense que c'est le bon cours. Et il ne faudra pas que le 20 octobre, il y en ait un qui dise « Ah ouais, mais ça a baissé, on n'aurait pas dû l'acheter, c'est de ta faute, etc. Je ne suis pas content, etc. » Donc, il faudra savoir encaisser les échecs comme mettre en avant les succès. Donc, il faut bien s'entendre. Il faut à peu près être de consommation à peu près équivalente. Parce que si c'est un ou deux gros consommateurs qui emmènent derrière eux une ribambelle de petits consommateurs, de se regrouper, ça sera très bien pour les petits consommateurs, mais les deux plus importants, ils ne vont pas y gagner grand-chose. Donc il faut quand même que ça soit un win-win, que tout le monde y gagne. Donc il vaut mieux qu'on soit tous de la même taille en type de consommation. Et en matière d'électricité, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des tarifs de jour, des tarifs de nuit, des tarifs hiver, des tarifs été. Tout le monde ne travaille pas de la même façon. Tout le monde n'a pas non plus des contrats qui se terminent à la même date, parce que pour acheter en commun, il faut commencer au 1er janvier 2023 ou 2024, mais c'est assez difficile s'il y en a un qui veut raccrocher son wagon au train en cours d'année. Et je pense que au-delà des groupements d'achat, il y a un autre point qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, c'est pas nécessairement très facile et très compatible avec une production, mais c'est les mesures de délestage dans les périodes de pointe en électricité. Et le RTE avec EDF sont prêts à passer et à donner des primes fixes à l'année en disant si vous acceptez qu'on vous coupe, que vous diminuiez votre consommation électrique, que vous atteigniez un seuil de X kilowatts ou 100 kilowatts par exemple, certains jours, avec un appel la veille pour le lendemain, non seulement vous avez une prime fixe, mais on vous bonifiera ces heures pendant lesquelles vous ne produisez pas. Alors c'est pas toujours compatible avec le calendrier de production, mais quand on a un calendrier où on ne travaille pas tous les jours en raison de ces fameuses 35 heures, il y a peut-être un moyen de se trouver, de mettre en adéquation les jours d'arrêt et les jours de délestage. Parce que ça peut être, moi j'ai simulé très rapidement, mais mon coût électrique cette année, il est de 450 000 euros. Et je pourrais peut-être avoir entre 60 000 et 100 000 euros de primes sur une période d'hiver complète, donc de janvier à mars et de novembre à décembre, si je souscris à cela. Mais c'est Oui, c'est pas une petite économie. Et ça permet aussi à l'opérateur d'énergie, je pense, de pouvoir anticiper et peut-être planifier un peu, de se dire telle structure a moins d'énergie. Que vous puissiez, que votre chauffage,
18 décembre à 18h, il ne s'arrête pas, c'est qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité. Vous pouvez couper pour votre process. Alors, c'est pas évident, hein, parce que moi, je vous dis que j'ai regardé le sujet. Quand j'en parle à mon directeur tissage, il me dit non, c'est pas possible, on peut pas ne pas tourner comme ça peut pas, le délai de prévenance ne va pas. Enfin, c'est un peu une révolution dans notre façon de travailler, mais il faut. C'est un vrai sujet à regarder en tout cas. Et sur le gaz, on risque d'avoir des coupures. Donc là, ça nous sera imposé, on n'aura rien à dire. Je pense qu'effectivement, de toute façon, on aura beaucoup à revoir nos manières de travailler de toute façon. Tout à l'heure, dans tout ce que sur les sujets sur lesquels vous avez témoigné, quand vous parliez également de machines, de métiers à tisser moins énergivores, de machines, et on avait discuté également de la possibilité, Dominique et Yves, vous l'aviez abordé, de se rapprocher également de vos pôles de compétitivité, peut-être aussi pour les inciter à travailler sur des sujets d'optimisation de production. Est-ce que ça, Yves ou Dominique, est-ce que vous voulez témoigner sur… Je vais bien continuer, puis je laisserai la parole à Dominique. C'est les pôles de compétitivité, mais c'est aussi notre CTI, notre centre technique industriel, l'IFTH, l'Institut français du textile habillement, qu'on incite à travailler non pas sur les produits d'après-demain, sur les process d'après-demain, mais c'est ce qu'on peut mettre en place très vite et demain, parce que 2030, c'est bien, mais il faut tenir jusque 2030 dans des conditions honorables. Et donc, c'est de regarder dans chacun des métiers, du tricotage, du tissage et surtout de l'ennoblissement, est-ce qu'on peut électrifier un certain nombre de process pour ne plus dépendre du tout du gaz? Et est-ce que dans ces process, il y a des calorifugage, des éléments de calorifugage qui font qu'il y a moins de perte de chaleur? Est-ce qu'on peut aller au-delà de ce qu'on sait faire aujourd'hui, comme Dominique l'a très bien dit tout à l'heure? Il a fait un certain nombre de choses, mais à un moment donné, on est au bout du bout, on ne sait plus quoi faire d'autre, et il va peut-être falloir remettre en cause un certain nombre de pratiques. Là où il y a des consommations électriques fortes, hein, c'est pas parce que quand c'est faible, ça vaut pas le coup de faire. Et on pense que ces pôles et l'IFTH doivent d'abord avoir une veille européenne, parce que c'est pas un sujet franco-français, c'est un sujet totalement européen. Et s'ils ne savent pas faire, et s'ils savent qu'il y a un centre en Belgique ou en Allemagne ou en Angleterre, de se rapprocher et de se mettre tous ensemble et de travailler collectivement pour essayer de diminuer notre consommation électrique, enfin d'énergie en général. Alors, il y a pour le compte de résultats, mais il y a aussi dans notre bilan carbone et notre action pour protéger la Terre, de moins consommer d'énergie, d'être plus sobre. Ça, de toute façon, voilà, là, c'est bien remarqué, ça rejoint effectivement l'urgence climatique également. Dominique, est-ce que vous souhaitez compléter sur ce point justement avec les pôles de compétitivité ? Alors moi, ce que je peux… Ça a coupé. Là. Mon micro, il ne va plus, là. Ça y est. Vous m'entendez, là? Oui, on vous entend. Ça. Voilà. En effet, dans une première étape, pour gagner la consommation énergétique, on a un process classique de taper sur les grosses consommateurs d'énergie dans l'entreprise. Après, il faut aller un peu plus loin. Alors, en effet, on a plusieurs pistes. Hein. Alors, on a travaillé, nous, avec le pôle textile d'Alsace. C'est un sujet qui a été abordé au dernier conseil, à la fois pour produire l'électricité et pour en consommer moins. Nous, on a plusieurs dossiers en cours. C'est de dire, aujourd'hui, on a une partie de l'énergie du gaz, notamment, qui est utilisée on a une partie process, une partie chauffage. On a des locaux qui sont grands, donc on est en train d'envisager de se délester d'une partie des locaux pour pas avoir à les chauffer. Augmenter notre isolation. On a une vieille usine, donc pas forcément très très bien isolée, donc augmenter l'isolation pour aussi réduire, comme à la maison, réduire notre consommation énergétique. On a un autre dossier qui est assez intéressant, qui peut aller peut-être un peu plus vite que mutualiser avec d'autres entreprises, parce que nous, on est un peu seuls dans le secteur. Donc, et comme disait Yves, il faut trouver des entreprises avec exactement la même démarche, la même taille, les mêmes consommations, enfin, avec des ratios quand même proches, sinon la démarche est un peu déséquilibrée.
Et nous, on a une autre approche qui peut être intéressante aussi, sur laquelle on n'a pas encore vraiment avancé, mais qu'on l'a déjà abordé, c'est de mutualiser notre énergie, notamment source chauffage, qui est quand même un gros poste chez nous, notre énergie gaz, avec le public, avec la commune. Alors ça, c'est un peu nouveau. L'idée serait de dire on peut peut-être mutualiser une chaufferie en commun. La commune est propriétaire de très grandes forêts et ils ont équipé tous leurs bâtiments communaux, les écoles, avec de la chaudière biomasse et ils sont intégrés sur toute la filière, de la coupe du bois jusqu'à l'éclatage du bois, le séchage, le stockage, etc. Et ils sont surcapacitaires. Ils sont surcapacitaires, c'est parce qu'ils génèrent plus de copeaux de bois que leur consommation pour leurs besoins. Donc ça, c'est une piste sur laquelle on est en train de travailler pour dire pourquoi on ne mutualiserait pas nos chaufferies pour se sortir, entre guillemets, du gaz, qui est certainement une source de problématique pour l'avenir. D'accord. Non, mais effectivement, merci aussi pour ces informations qui sont très intéressantes et on voit justement la diversité des solutions que vous trouvez et que vous êtes en train de mettre en place. Pour passer maintenant du coup au sujet de l'augmentation des matières premières qui là vous concerne davantage, Aurore, est-ce que justement vous pouvez nous développer justement les impacts que l'entreprise Gauthier Compagnie connaît du fait, et après ce que vous êtes en train de mettre en place? Oui, merci Karine. C'est vrai que nos marges sont directement impactées. Donc, on va aller nous répercuter répercuter la hausse sur nos prix de vente. Sauf que, on ne le fait pas à la même vitesse que les prix actuels augmentent. C'est matériellement impossible. Et puis, on ne peut pas répercuter l'entièreté de la hausse. Donc, par rapport à ça, on peut se poser une question de fond qui est de dire, je diversifie mes fournisseurs et je les mets en concurrence. Non, on est dans un segment où aller chercher des gens qui nous font des pièces usinées maison d'un certain type, qui savent travailler bien le laiton, c'est très compliqué. Et déjà, on cherchait avant à se diversifier et on ne peut pas se diversifier maintenant. On peut se dire, on va aller chercher sur la qualité de l'alliage, sur la qualité de l'épaisseur. Il y a des laitons qui sont plus ou moins chers. Le laiton chinois, c'est moins cher que le laiton européen parce qu'on rogne un peu plus sur le cuivre. Ou bien on peut choisir d'avoir des tubes un petit peu moins épais, sauf qu'ils vont flécher plus vite. Donc, ça signifie quelque part faire une concession à la qualité. Et pour nous, faire une concession à la qualité, c'est de plus mériter de se dire haute qualité, de se revendiquer label EPV. C'est incompatible. Alors, vous parliez tout à l'heure, vous aviez évoqué, Karine, le côté démarche pédagogique. Oui, en fait, l'idée, c'est de faire accepter que nos coûts qui sont évidemment liés aux matières premières, mais aussi à l'évolution de la masse salariale, puisque les salaires ont également augmenté, donc ça vient en plus. Mais que tout cela est véritablement, on va dire, justifié par le fait qu'on ait des savoir-faire assez exceptionnels, qu'on va faire des produits qui sont uniques, qui sont fabriqués dans nos ateliers, et que pour pouvoir former des gens qui le sont, que ce soit un commercial ou que ce soit un compagnon dans notre atelier, il faut 3 ans et il n'y a pas de formation. Et pourtant, on fait quelques produits tout en étant un petit peu moins de 10. On fait des produits qui sont uniques au monde. Donc voilà, je pense que si on fait trop de concessions sur les prix,
Le problème pour nous, à terme, en continuant à ce rythme-là, sera un problème de survie. Et de survie, non seulement par rapport à notre modèle économique, mais par rapport au fait qu'on ne peut pas revendiquer un certain savoir-faire qui est le reflet de l'art de vivre à la française, et derrière ne plus être au niveau, on le payera un jour ou l'autre. Donc moi j'ai choisi en fait de ne pas être sur un choix de court terme, mais de continuer à m'inscrire sur un choix de long terme. Et c'est pas facile tous les jours d'expliquer voilà en quoi notre savoir-faire français sur ce domaine qui est une niche minuscule de la haute décoration est vraiment, vaut vraiment le détour. Mais je pense que voilà, c'est aussi l'occasion de se battre. Mais c'est vrai que quand j'ai eu l'occasion d'échanger avec chacun de vous trois, j'ai pu voir la diversité des problématiques et des enjeux que vous rencontrez, et en même temps aussi de me dire que parmi toutes les entreprises qui connaissent ce genre de soucis, vous êtes à la fois, parce que vous fabriquez, les premiers concernés, parce que du coup, vous avez vraiment, c'est pas des produits finis que vous achetez, vous avez besoin de consommer des matières premières, vous êtes gros consommateur d'énergie, et en même temps, vous aviez quelque chose qui pouvait vous faire vous distinguer des autres, et vous le dites, Aurore, la démarche pédagogique, elle est encore plus importante. C'est parce que quand on avait préparé, vous m'aviez expliqué que chez Gauthier Compagnie, il n'y a pas de SAV, les produits sont faits pour durer, ils se réparent, parce qu'il n'y a pas de compromis justement sur la qualité, sur l'épaisseur des matériaux, etc. Donc, et ça rejoint aussi un petit peu ce que vous m'aviez dit, Dominique, c'est que donc pour l'entreprise La Bonale, avec les 2 marques propres et notamment la Frenchy que vous aviez lancée, vous étiez déjà, donc avant tous ces sujets d'augmentation d'énergie, etc., vous aviez lancé la marque La Frenchy en parlant d'une marque un peu transparente et avec une idée d'un prix juste. Est-ce que du coup, justement, parce que je crois que vous faites le choix aussi par nécessité de devoir augmenter vos prix, est-ce que du coup, vous allez l'expliquer aux consommateurs? Alors, oui. On vous entend. Oui, on a la marque La Frenchy est une marque qui a été créée il y a 3 ans et qui met en avant nos valeurs. En fait, nous, on est sur un produit qui est extrêmement concurrentiel. Hein. La chaussette, elle est importée à plus de 95%. Donc, c'est un produit très, très concurrentiel. Et l'idée, c'est de dire quand on vend un produit, on ne vend plus vraiment une paire de chaussettes, on vend des valeurs. C'est-à-dire, on vend des valeurs sociales, humaines, environnementales, etc. Et la Frenchy a été construite autour de ces valeurs et c'est des éléments qu'on met en avant à travers cette marque, puisqu'on a été jusqu'à mettre les salariés en photo sur les packaging. On disait que c'était le produit honnête, hein, qui doit être honnête pour toute la filière, hein, à la fois notre fournisseur de fil, mais aussi les salariés, nos partenaires, le consommateur au bout, et puis le distributeur. Et le concept de cette marque, c'est de partager les marges. Moi, j'ai toujours été surpris dans cette profession parce que depuis 35 ans que je bosse, on ferme, j'ai vu que des usines fermées, quoi. Et on ferme des usines au profit de l'importation des pays à bas salaire. Et en fait, quand vous faites la chaîne de valeur de votre matière première jusqu'au prix de vente consommateur, il y a un gros paquet de la marge qui va chez le distributeur. D'où notre volonté de distribuer en direct, parce qu'on se dit c'est pas normal, il faut faire le partage des marges. Et notamment avec la Frenchy, on a joué à la transparence et on dit à tout le monde, voilà, qu'est-ce qu'on laisse. Moi, j'ai 2 marques chez un même distributeur. Pour la marque La Frenchy, ils ne prennent pas le même coefficient que pour la marque La Bonale parce qu'on aura imposé dans le cahier des charges de dire vous ne pouvez pas prendre autant de marge parce que il faut partager. Si on veut offrir du Made in France au plus grand nombre de consommateurs français, il faut que chacun fasse attention et pas se goinfrer sur le produit. Donc là, concrètement, oui, on va
nous on a annoncé parce qu'on n'a pas d'autre alternative. On peut pas consommer notre marge à travers cette augmentation matières premières et énergie. Donc on a été contraint d'augmenter nos tarifs. Alors nous c'est compliqué parce que on travaille pas au bon de commande, on travaille en référencement, c'est-à-dire que on lance une collection. Vous voyez là, on a terminé de présenter l'été 23. Donc, on s'est engagé sur les prix été 23. Alors, aujourd'hui, les distributeurs, ça les arrange bien. Ils disent, attendez, mais l'hiver 22, nous, vous nous avez donné les prix, on ne peut pas les changer. Oui, ils peuvent pas les changer, mais nous, on se prend un an ça va nous coûter 400 000 € dans l'histoire. On se prend un an d'augmentation pour notre pomme et parce qu'on est sur des référencements. Alors, là, on a passé outre, hein, l'action que nous avons menée, c'est de dire, moi, le coût de l'augmentation à la paire, hein, on en a parlé, hein, on est quasiment à presque 20 centimes la paire. Il faut la passer. Donc, on a fait une information à tous nos clients en disant que dès l'hiver, on passe notre augmentation malgré les contrats et les engagements que nous avons pris. J'avais demandé à différentes instances quel était légalement notre droit, mais personne ne veut trop s'engager là-dessus. Donc j'ai dit, on y va directement, on annonce la couleur aux clients pour là aussi jouer à la transparence. Globalement, bon, ça ronchonne un peu, hein, les gens n'acceptent pas par plaisir, mais là où ça coince, ce sont les gens qui, notamment, j'en parlais tout à l'heure, c'est la vente par correspondance, la VPC, où ils ont beaucoup de print. Alors tout le monde a les arguments en disant oui, mais nous aussi le papier augmente, et nous aussi ceci, ça augmente, les transports augmentent, mais c'est aussi l'intérêt de ce contexte, c'est que tout le monde est concerné, tout le monde peut dire ça c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Là où il y a des éléments qui sont liés à du print et avec des tarifs indiqués, c'est très difficile à changer en cours de saison parce que vous imaginez un catalogue de VPC, il va changer tous ses tarifs, ça devient carrément compliqué, quoi. Mais tout ce qui est en vente, ce que je dis aux clients, que ce soit les grands magasins ou la grande distribution, vous allez à la pompe d'une semaine à l'autre, votre carburant il change. Donc je vois pas pourquoi le prix de la chaussette ne changerait pas, quoi. Donc voilà, globalement nous on a lancé toutes les demandes. Alors ça ronchonne un peu, ça négocie un peu, mais globalement on arrivera à faire passer des hausses. Oui, parce que effectivement, ça, on l'entend et depuis déjà plusieurs semaines. Et puis, on a un certain nombre de grands acteurs de l'énergie qui, cette semaine, ont lancé et ont sensibilisé tous les Français à consommer moins en expliquant les impacts. Donc, on entend sur toutes les radios, toutes les ondes, toutes les bonnes pratiques pour diminuer les consommations d'énergie des particuliers en disant justement que ça aura un impact pour nos industriels. Mais c'est sûr que, et moi j'avais été la première surprise en vous interrogeant tous les trois, c'est sur les montants quand même sur lesquels, des montants qui doublent parfois de consommation d'énergie et l'impact justement que ça a sur les prix. C'est pas une petite augmentation. C'est vraiment, comme vous le dites, les entreprises peuvent rapidement passer dans le rouge si vous n'êtes pas vigilant. Est-ce que… Alors pour se donner, juste pour compléter, pour se donner bonne conscience au niveau du consommateur sur l'environnement et l'énergie, il y aurait quelque chose à faire en termes de consommation, de communication plutôt. Parce que la majorité des consommateurs achètent des chaussettes, enfin je parle pour mon entreprise, achètent des chaussettes provenance de Chine et Bangladesh. On compte pas le bilan énergétique des chaussettes qui viennent en container de Chine ou Bangladesh. Donc quand vous avez une chaussette du Bangladesh qui arrive à 35 cents dédouanée en France, elle paye pas son bilan carbone. Donc moi c'est l'argument que je sors aux clients en disant ok nos chaussettes sont plus chères mais on met tout dedans, quoi.
Bon, heureusement, on a bientôt l'affichage environnemental qui va être obligatoire pour certaines entreprises. J'espère aussi d'ailleurs que ça incitera toutes les autres à l'afficher parce que les consommateurs vont peut-être se poser des questions. Ils n'ont peut-être pas la réglementation en tête, pourquoi certaines affichent et d'autres ne le font pas. Donc, j'espère que ça aussi, ça aidera à la pédagogie dans les actes d'achat. Je vois le temps qui passe et il ne nous reste plus beaucoup de temps pour tenir l'horaire. Vous en avez aussi parlé un peu les uns et les autres. Hélas, ces consommations, ces augmentations de coûts sur l'énergie et les matières premières ne sont pas les seules. Il y avait également tous les consommables annexes, les palettes, le papier, le transport, etc. Il y a également l'impact d'augmentation des salaires. Parce que vous êtes tous dans des activités où vous avez besoin de garder vos collaborateurs, donc pour des besoins d'attractivité et puis également de pouvoir d'achat des uns et des autres. Est-ce que sur ce sujet-là, justement, avant qu'on clôture et qu'on passe aux questions, vous souhaitez intervenir, Aurore? Oui. C'est vrai que concernant les équipes, il ne faut pas oublier qu'ils ont tenu bon le Covid, que pendant ce temps-là, on a essayé de faire en sorte de pas supprimer de postes, mais qu'en revanche, il n'y a pas eu d'augmentation pendant une bonne année. Donc en 2021, il y a obligatoirement eu un effet de rattrapage parce qu'il fallait aussi récompenser les efforts qui avaient été faits. Donc ça rentre en ligne de compte. Vous parliez des emballages. Pour nous, ça commence à être vraiment quelque chose de difficile. C'est-à-dire que, il y a la composante environnementale qu'il faut prendre en considération. Et nous, on essaie d'avoir des emballages qui sont, même si c'est du plastique, c'est le plus simple possible, ce qui fait qu'il peut être directement recyclé, enfin des choses de ce type-là. Mais on est sur des augmentations qui fait qu'aujourd'hui, l'emballage, il y a une partie d'emballage qu'on se pose la question de faire figurer à part, en plus, dans nos ventes. C'est pareil pour la logistique où on est obligé de faire des cotations, on fait des cotations en permanence de manière à ce que nos clients ne soient le moins impactés possible. Mais ça nous demande aussi beaucoup plus de travail que pour quasiment tous les colis, faire des cotations spécifiques afin que nos clients ne soient pas trop impactés. Et c'est vrai que en fin de compte, nous l'évoquions déjà un peu tout à l'heure, enfin, la hausse des matières premières et l'électricité, c'est le haut de l'iceberg. Il y a tout le reste. Et tout le reste n'est pas négligeable. Et c'est vrai que on a été tous beaucoup aidés par notamment les PGE en 2020 et un petit peu aussi en 2021. Et aujourd'hui, on a de nouveau en fait nos trésoreries qui sont impactées par toutes ces dimensions-là. Donc nous sommes aussi dans des tailles critiques en tant que PME artisanale semi-industrielle, parce qu'il faut être au-delà de l'artisanat pour pouvoir continuer à nous développer, mais tout en gardant nos savoir-faire anciens et en les modernisant. Mais il y a un véritable challenge pour nous pour pérenniser nos entreprises actuellement. Merci beaucoup, Aurore. D'ailleurs, à propos du PGE, je vous invite, les personnes qui suivent, d'aller sur le site du gouvernement. Il y a effectivement parfois aussi, pour certaines entreprises qui ont des achats de gaz et d'électricité qui atteignent au moins 3% de leur chiffre d'affaires, il y a certaines aides possibles. Donc, voilà, je vous invite aussi à aller sur le site du gouvernement pour regarder.
Écoutez, je vous remercie infiniment parce que donc là, on va passer au temps des questions, mais je vous remercie infiniment pour ces témoignages et les bonnes pratiques que vous partagez, aussi bien pour mutualiser l'énergie, pour pouvoir mettre en place un peu d'énergie, enfin d'autonomie, d'être autonome en énergie, travailler sa marque propre du coup pour pouvoir justement expliquer davantage aux consommateurs les impératifs et les contraintes que vous rencontrez actuellement. Donc, Camille, si tu peux, si tu as des questions et si tu oui, partager, merci beaucoup. Oui, donc la première question, savoir si le digital ne permet pas plus facilement d'ajuster les prix afin d'absorber les coûts de l'énergie et les matières premières. Est-ce que voilà, ce n'est pas un levier intéressant dans ce cadre d'augmentation des coûts? Aurore? Le problème du digital, c'est que le digital, il va pas, on peut intervenir dans notre problématique de production. Et on est sur du brick and mortar, comme on disait à une époque, quand il s'agit de produire. On n'a pas le digital ne nous aide pas tant que ça. Voilà. Nous avons une deuxième question. Peut-on se protéger du dumping qui impliquerait une croissance des importations des acteurs étrangers et concurrents? Ça, c'est un sujet récurrent parce qu'il y a 20 ans, on avait des accords multifibres dans le textile qui protégeaient des producteurs européens d'un certain nombre d'importations en provenance d'Asie. Mais à vouloir être trop protégé, on s'endort un peu et quand ces protections tombent, on se retrouve en très mauvaise posture. Alors, il y a des réglementations européennes qui peuvent aller à l'encontre des procédures de dumping d'un certain nombre de pays. Il faut les activer, mais c'est long et je veux dire, est-ce qu'on veut mourir guéri ou vivre? Oui. Et dernière question, en ce qui concerne la mutualisation des achats d'énergie, donc nous avons compris qu'il y avait certaines contraintes. Est-ce qu'il n'est pas possible de se grouper avec ses fournisseurs et ses sous-traitants dans l'achat d'énergie? Est-ce que vous avez déjà considéré cela? On peut se regrouper avec qui on veut. Je citais l'exemple d'un confrère champenois qui, lui, s'est groupé avec d'autres amis qu'il connaît, d'autres chefs d'entreprise, etc., et dans lequel ils ont pensé qu'ils pouvaient monter un groupe de 6 ou 7 consommateurs. On peut le faire avec qui on veut. Simplement, on ne peut pas le faire avec 150 personnes. Ou alors, c'est petit. Finalement, c'est ce qu'ont fait les nouveaux entrants sur le marché de l'énergie avec les particuliers. C'est qu'ils achètent à EDF de l'électricité ou à d'autres producteurs européens et qui ont une tribu de consommateurs et ils offrent un meilleur prix parce qu'ils sont plus agiles ou ils ont diminué leur coût de commercialisation. Donc, on peut le faire, bien sûr, avec ses fournisseurs, mais on n'a pas que des fournisseurs français. On peut le faire avec nos clients, on peut le faire avec tas de gens. Mais encore une fois, je pense qu'il faut qu'on ait la même taille de consommation et les mêmes périodes de consommation. Je parle de l'électricité et pour le gaz, uniquement la même taille et qu'on s'entende bien parce que c'est aussi un pari d'acheter de l'électricité ou du gaz aujourd'hui. Ce n'est pas pour le mois d'août qu'on l'achète, c'est pour 23, 24 ou 25. Et en 24 ou 25, le marché aura peut-être changé, il sera peut-être retourné et on se dira, oui, j'aurais mieux fait de ne pas acheter aussi long. Donc, c'est celui qui a, dans ce groupe d'achat, qui a impulsé la décision qui sera montré du doigt. Donc, il faut que chacun joue le même jeu. J'ai un petit mot sur les matières premières, c'est qu'on assiste en amont de certaines filières, dans la chimie par exemple, les matières premières chimiques et même dans l'aluminium, je crois, à des retournements. Aujourd'hui, les prix sont plutôt à la baisse. Alors, est-ce qu'on a atteint le pic? C'est peut-être une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que si on a atteint le pic, c'est que la demande est en baisse, c'est-à-dire que l'activité économique se porte moins bien qu'elle se portait il y a quelques semaines ou quelques mois. Oui. Écoutez, en tout cas, pardon, excuse-moi, Camille.
Non, une toute dernière question. Avez-vous des aides de l'État ou de la région spécifiquement pour l'isolation thermique des locaux? Je ne sais pas, Dominique qui fait ça. Moi, j'en ai pas, mais j'ai pas cette problématique d'isolation. Nous, c'est un dossier que nous démarrons. En effet, on commence à mettre tout ça sur la table et on doit maintenant aller chercher les aides. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement. Je sais qu'il y a des aides de l'ADEME qui sont prévues pour ça. Voilà, je ne sais pas ce qui a lieu de tirer comme aide à ce niveau-là. Il faut toujours être très prudent. On peut difficilement construire un modèle sur la base des aides. En plus, c'est surtout les aides existent, mais elles sont souvent plafonnées. Et quand on est industriel, on est 4, 10 fois, 20 fois au-dessus du plafond. Donc, voilà, alors souvent, faut se méfier aussi. Dans notre profession, il y a beaucoup d'aides, mais c'est des aides qui sont régies dans les aides des minimis. Ouais. Et dans les aides de minimis, c'est 200 000 € sur 3 ans. Ouais. Dans lequel s'inscrit pour les gens qui sont dans le textile, le crédit impôt collection qu'on exploite déjà dans le cadre des aides de minimis. Donc ça veut dire qu'elles sont déjà consommées, donc ils peuvent vous donner n'importe quelle aide. De toute façon, vous ne toucherez pas en argent sous l'encre du champ. Ouais. Ouais. Bon. Écoutez, donc je crois qu'on a fait le tour des questions. Je tenais vraiment à vous remercier pour vos témoignages qui sont hyper intéressants et qui, je pense, auront servi pour donner des idées, des pistes d'action aux personnes qui nous écoutent. Je vous rappelle qu'effectivement, on peut retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'INMA, donc en replay. Yves, Dominique, Aurore, merci encore pour votre temps, pour vos expertises et vos témoignages. Et je pense qu'on reprogrammera du coup effectivement en fin d'année un autre webinaire sur ce sujet pour justement faire un point un peu de suivi et voir où en est la situation d'ici 6 mois, parce qu'on voit que les enjeux sont de taille. Donc voilà, l'INMA est aussi auprès de vous pour vous aider dans tout ce qu'on pourra mettre en place. Merci beaucoup. Et Merci. puis, à bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.